on va parler avec vous ce soir du freelancing, des emplois temporaires qui peuvent être une option justement pour les jeunes professionnels. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Nous ça va, on va bien, on espère que chez vous aussi. Ah ben ouais. Alors moi je suis Anisa Nanitelamio. Arthur Nanitelamio, l'homme qui a su conquérir son cœur. En tout cas, on en parlera dans un autre épisode, ne vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, on vous parle d'un sujet assez important. Il y a tellement de jeunes qui demandent à chaque fois les emplois, recherche d'emploi, on n'arrive pas à trouver un emploi, etc. etc. C'est très dur, on sait que c'est très dur, surtout au Sénégal. Vivre au Sénégal, c'est compliqué si tu n'as pas une source de revenus, mais vraiment, il faut des options. Voilà, donc on va parler avec vous ce soir du freelancing, des emplois temporaires qui peuvent être une option justement pour les jeunes professionnels. Donc, mon époux va se faire l'honneur de vous raconter un peu tout ça. Comme ça, si vous avez des besoins d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez laisser vos questions dans les commentaires et on ne manquera pas de vous répondre autant qu'on peut. Voilà. Mon époux, Oui, chérie. t'es prêt? Oui, toujours prêt. Dis-nous d'abord, c'est quoi le freelancing? Bon, le freelancing, c'est en français facile, c'est travailler à son propre compte, voilà. Sans avoir une entreprise, sans avoir des bureaux, sans travailler de chez soi, pouvoir faire des prestations, mais sans contrat, CDD, CDI, stage, et patati patata. C'est des contrats de prestation, voilà. Ok, donc tu crées ton petit univers où tu donnes des prestations à des clients, potentiels clients. Oui. Et en fait, l'avantage de cette pratique, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir des locaux et autres et tout. Donc, c'est toi qui vas vers les clients. S'il faut intervenir physiquement, parce qu'eux, ils ont potentiellement déjà des locaux. Ou alors, si c'est en ligne, tu fournis les services en ligne. Donc, il n'y a pas de charge de loyer, de facture et autres et tout. C'est vraiment assez souple comme méthode pour pouvoir commencer, en fait. Ok. Et là, est-ce qu'il ne faut pas une jeune qui vient de finir les études, est-ce qu'il peut déjà se lancer dans le freelancing? Est-ce qu'il faut avoir une expérience forcément? Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Bon, s'il faut attendre d'avoir une expérience, ça dépend des domaines. Il y a des domaines dans lesquels vous n'avez pas forcément besoin d'une expérience, mais vous avez besoin des compétences. Alors, les compétences, ça c'est hyper important. Par exemple, je veux dire, pour quelqu'un qui fait du montage vidéo, si la personne est talentueuse, si elle s'est exercée et elle a appris des choses, il y a des gens qui ont, c'est-à-dire naturellement ce talent en termes de design et autres et tout, ces personnes-là peuvent se lancer et se perfectionner. C'est-à-dire, cet univers de freelancing va constituer pour eux en même temps un début, c'est-à-dire un stage, mais aussi en fait une mise à l'épreuve en termes d'expérience. Donc après, ils devront se payer des formations, se former, voir des mentors qui font mieux qu'elles dans le domaine pour pouvoir se perfectionner. Par contre, il y a des domaines assez sensibles et complexes sur lesquels il vous faut une expérience avant de vous lancer, sinon même le client ne vous fera pas confiance. C'est ça. Quels sont les domaines justement qui sont assez compliqués pour commencer le freelancing sans avoir une expérience? Alors, je parlais de l'informatique, mais pas de manière générale. Il y a certaines choses en informatique qui sont assez complexes. Donc, administrateur réseau. Par exemple, si un client vous demande de déployer une infrastructure cloud pour lui, parce qu'il se... Voilà, on trouve des offres comme ça, mais vous ne pouvez pas vous lancer dessus si vous ne l'avez jamais fait, à moins que vous fassiez accompagner par des gens qui l'ont déjà fait. Le risque, c'est quoi? C'est que vous ne serez pas en mesure de fournir un service de qualité, ça c'est la première des choses. La seconde chose, c'est quoi? C'est que vous risquez vraiment de vous planter et de sous-évaluer votre budget, parce que vous allez dire au client, écoutez, pour la prestation, ça coûte tant, alors que vous serez à peine à 30% du prix réel pour l'implémentation de ce genre de projet, même à 10%, on le voit très, très souvent. Et donc, pour ça, ça demande quand même une certaine expérience. Pour quelqu'un qui veut faire, c'est-à-dire aller contrôler les comptes d'un client et autres et tout, mais s'il n'a pas, c'est-à-dire les bases en matière de finance, s'il n'est pas assis, s'il est même en train de tâtonner et il dit qu'il va
faire l'autre. C'est-à-dire, à un moment donné, ça ne passera pas. Ce qui se passe après, c'est que le client n'est pas satisfait du service, il vous a payé de l'argent, et après il vous poursuit. Donc, ce que vous avez fait, c'est que vous n'avez fait qu'acheter vos problèmes, en réalité. Donc, c'est pour ça qu'on demande à la personne, avant de se lancer, de faire un bilan de compétences. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Et dans mes compétences, est-ce que je suis nouveau? Est-ce que je suis à un niveau intermédiaire? Ou est-ce que je suis à un niveau avancé? Il faut pouvoir le faire de manière vraiment assez honnête pour pouvoir, après, se positionner sur le marché. D'accord, d'accord. Alors là, ce serait intéressant pour nos jeunes professionnels de leur donner, si vous voulez, hein, vous nous contactez, on vous donnera un peu la liste des emplois voilà, que vous pouvez faire en freelance, parce que comme il disait, il y a certains que c'est pas tellement évident si vous n'avez pas d'expérience, mais il y a beaucoup d'autres domaines, vous pouvez le faire et être honnête, comme tu as dit, se positionner niveau, voilà, niveau junior, niveau intermédiaire, niveau avancé, et oui, et en plus au fur et à mesure vous allez vous perfectionner avec les clients qui viendront, etc., etc. Donc vraiment c'est quand même avantageux, c'est quand même viable. Il y a voilà, la flexibilité de l'emploi, du travail. Il y a aussi les revenus. Parfois, ce que vous pouvez vous payer quand vous êtes salarié, quand vous êtes en freelance, vous avez parfois plus en 5 jours au lieu de tout un mois d'attendre à la fin du mois. Donc, et puis, vous travaillez sur beaucoup de projets aussi en même temps. Ça, c'est intéressant. Mais quand même, il y a aussi d'autres défis. Oui, les défis, il y en a. C'est-à-dire, les défis, c'est de pouvoir s'enregistrer. Parce que, n'oubliez pas, c'est-à-dire, un freelance, c'est-à-dire, il y a deux codes d'honneur. C'est-à-dire, il y a deux valeurs essentielles à avoir quand on est freelance. La première, c'est être crédible. Alors, ça paraît bizarre, mais c'est vraiment la première. C'est-à-dire, être crédible. Le client doit être en mesure de vous faire confiance dès le premier contact. Ok, d'accord. Parce que c'est ça qui vous permet de vendre, être crédible. La seconde, être crédible. Donc, être crédible, c'est être honnête, transparent et autres et tout, et tout, et tout. Voilà, tenir ses engagements. La seconde chose, c'est être compétent. Compétent, d'accord. Sans ces deux choses, c'est-à-dire s'il y a juste l'une et pas l'autre, je vous assure que vous ne faites pas long feu dans ce milieu-là. Ok, très bien. Donc, il est important voilà, d'avoir ces deux-là. Et pour être crédible, il est important de se faire enregistrer. C'est-à-dire, même si c'est avec le statut d'entreprise individuelle pour rester dans le cadre du Sénégal, mais il est important de se faire enregistrer au cas où le client demanderait par exemple un registre de commerce, vous montrez que vous êtes affilié à la chambre de commerce de votre pays, que vous soyez en mesure de produire ce document. Sinon après, il y a des transactions que le client ne voudra pas faire. Parce que qu'est-ce qui prouve que vous n'allez pas disparaître avec l'argent? Et ça, c'est arrivé. Ça, c'est arrivé. Vrai, donc, c'est des choses, voilà, c'est-à-dire ça, c'est très important. En termes de défis et de challenge, il faut vraiment pouvoir, c'est généralement là où ça blesse. Beaucoup ne veulent pas s'enregistrer. Ok. Mais il y a tellement de plateformes en même temps, voilà, que tu pourras peut-être lister après quelques-uns et puis on vous donnera la liste un peu plus bas. Mais est-ce que c'est obligé forcément de s'enregistrer? Parce que les plateformes nous offrent un peu un cadre, on peut oui, mettre son profil, etc. Et puis on est obligé de passer par la chambre de commerce de l'INEA. Je vais dire oui, parce que je prends le cas de LinkedIn. LinkedIn, c'est vrai, c'est pas du freelancing, forcément. Il y a plusieurs types de professionnels sur cette plateforme. Mais quand une entreprise vous contacte pour un emploi via LinkedIn, après, elle va faire la procédure pour vous. C'est-à-dire, elle va vous déclarer aux impôts, elle va vous déclarer à l'inspection du travail, elle va faire tout le nécessaire pour que vous soyez officiellement reconnu comme étant employé de cette entreprise. Alors, ça, c'est pourquoi? C'est parce que c'est une exigence, en fait, au niveau légal, de déclarer ses revenus. Donc, vous allez percevoir des revenus, vous devez aussi les déclarer. Et donc, pour ce faire, vous devez vous faire enregistrer. Ça, c'est l'une des choses. La deuxième chose, c'est que quand il y a des appels d'offres ou des marchés assez importants, même au niveau national, et que vous avez les compétences, l'expertise et l'expérience pour postuler, si vous n'existez pas, vous n'allez pas postuler juste comme Monsieur Arthur. C'est qui? Il vient d'où? Il fait quoi? Non. Il est important d'avoir, c'est-à-dire une représentation légale. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de tout ce qui est non formel et tout le reste, mais c'est important, en fait, de pouvoir s'enregistrer. S'il y a un financement, si par exemple aujourd'hui le gouvernement du Sénégal décide de financer les Sénégalais, les jeunes entrepreneurs qui se démarquent et autres et tout, mais si vous voulez avoir un financement important, il faut
que le gouvernement voit que vous êtes enregistré, que vous payez vos impôts. Mais si vous ne payez pas vos impôts, c'est-à-dire vous devenez un entrepreneur de la veille parce que l'annonce est sortie, attendez, à un moment donné, vous n'êtes pas crédible. On revient sur le premier critère. Parce que quand on parle d'argent, il est important de mettre l'accent sur la crédibilité. Est-ce que vous êtes crédible? D'accord. Face aux clients, mais aussi face aux autorités. D'accord. Mais là, après se pose une petite confusion. Finalement, est-ce qu'il y a une différence entre celui qui est en freelance et celui qui est une entreprise? Oh oui, il y a une grosse différence. Et même sur le plan légal, on peut voir que les exigences, en fait, on pourra plus tard partager ou revenir dessus plus tard, mais les exigences sont vraiment assez spécifiques. Je prends le cas de celui qui a une entreprise, une SARL par exemple. Il y a l'impôt sur les sociétés qui revient, il y a plusieurs choses en fait qui sont imposées, il y a des cotisations sociales qu'elle doit verser, si elle a des employés, on va même lui dire, écoutez, par exemple au Sénégal, si vous créez une entreprise, vous ne pouvez pas directement prendre des stagiaires, vous devez d'abord en réalité embaucher avant de prendre des stagiaires. Parce que le stagiaire est là pour apprendre, et le stagiaire doit apprendre sous un manager. Et pas forcément, vous voyez, en fait ça c'est des choses que les gens ne comprennent pas. Et donc souvent on est seul, on dit bon on prend un stagiaire. Bon, on peut prendre des prestataires à la limite, mais pas des stagiaires directement. Donc les exigences sont vraiment assez élevées. L'entreprise individuelle, la personne elle est toute seule, elle déclare ce qu'elle gagne. C'est vrai que les entreprises normales aussi c'est pareil, elles s'arrêtent. Mais là en fait le système fiscal est beaucoup plus simple. Okay. Par exemple une SARL, au bout d'un certain nombre d'années, je pense au bout de 3 ans, je vais vérifier ça plus tard, le minimum, même en cas de déficit, c'est 500 000. Mais on ne va pas imposer ça à une personne qui est une entreprise individuelle. Donc, les exigences sont beaucoup plus... Et devient une SARL, pas qui veut, mais qui peut. Parce que c'est vrai que maintenant, on est passé à 100 000 de capital, mais avant, c'était minimum 1 million. Donc, voilà. Ok. C'est vrai que c'est la partie qui est un peu plus complexe dans tout ça. Entreprise freelancing, mais quand même, en revenant dans notre avantage. Le freelance, c'est quand même intéressant parce que justement, ça vous offre une porte de sortie. Il y a même un nouveau statut à part l'entreprise individuelle, l'auto-entrepreneur. Ouais. C'est un nouveau statut aussi qui vous permet d'exercer en tant que freelance. Voilà. Maintenant, passons justement à ces plateformes sur lesquelles les jeunes professionnels peuvent aller pour créer leur profil, pour se vendre leurs compétences et avoir un peu petit 100 000, 200 000 à gauche à droite, comme ça. Et se prendre soin de votre maman ou de votre copine, de votre... voilà. Oui, des plateformes. Bon, les plateformes, il y en a plusieurs. Hein. Il y a Upwork, il y a Fiverr, il y a Sortlist. Ouais. Il y a... au Sénégal, par exemple, pour le moment, il n'y a pas de plateforme spécifiquement dédiée au Sénégal où on retrouve des freelanceurs sénégalais. Ça n'existe pas. Si elle existe, ça veut dire que celle-là n'est pas connue. Et donc, elle doit vraiment fournir des efforts. D'ailleurs, il faut que notre projet là se lance. Bien sûr, ça arrive. Donc, ça n'existe pas. Donc, les plateformes qu'on a actuellement sur le marché sont des plateformes qui nous viennent de l'Occident et autres et tout. Donc, ça rassemble tout le monde, que ce soit d'Asie, d'Europe et autres et tout. Et donc, là, il est vraiment important de soigner son profil parce que on prend un jeune qui a été formé localement, qui va directement sur le marché international. Ouais, les exigences sont élevées, c'est un avantage, mais aussi il faut pouvoir se prendre au sérieux. Donc, je reviens sur les 2 points clés, crédibilité et compétence. Ça, c'est important. Maintenant, une fois qu'on est sur ces plateformes, il faut aussi se former. Il faut apprendre à répondre aux appels d'offres. Il y en a qui ne savent pas répondre aux appels d'offres. Okay. Il y en a qui ne savent pas faire leur chiffrage, c'est-à-dire estimer le coût de leur prestation. J'ai vu récemment, en début de journée, quelqu'un qui disait qu'il faisait un site web à 50 000. J'ai dit, waouh! On en voit maintenant beaucoup, hein, des gens même qui font des sites web à 20 000 francs. J'ai dit, bravo, comment tu te rémunères? Parce que si c'est le seul marché que tu as, donc je dis 6 prochains mois, comment tu te rémunères? Comment tu calcules tes heures de travail sur ce site web? Est-ce que c'est possible? Bon, attends, en moyenne, un site web, c'est-à-dire quand il est vite fait, en moyenne, c'est 20 heures de travail, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, en moyenne. Ça peut être moins comme ça peut être plus, mais en moyenne, c'est 20 heures de travail. Combien il se facture, lui, à l'heure? Il n'y a pas cette notion. Et donc, du coup, c'est des gens, ils vont te dire, j'ai fait ça pendant des années, ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché parce que tu ne sais pas facturer. Oui, quand même.
il faut savoir se vendre. C'est-à-dire pas brader ses compétences, mais il faut vraiment savoir se vendre. Ça, c'est vraiment très important. Il faut connaître au fait son taux en fonction de son niveau. Comme tu disais, il y a un niveau junior, niveau intermédiaire, niveau senior. Et senior, voilà, et tout. Il y a un taux horaire par rapport au service que vous allez offrir. Oui. Oui. Et il faut pouvoir distinguer le taux horaire et le coût, en fait, en termes, s'il y a des acquisitions en termes de logiciels et autres et tout, ça, il faut pouvoir distinguer ça. Parce que si vous estimez mal votre taux horaire, imaginons qu'en pleine prestation, vous tombez malade, vous ne pouvez pas continuer, vous avez un délai et autres et tout. Vous voulez recruter quelqu'un, vous allez lui payer combien? 10 000. Moi, je n'accepterai pas ça, vous débrouillez à votre marché. Il faut, c'est-à-dire, un entrepreneur, vous mettez le maximum de sécurité de votre côté. Alors, vous n'exagérez pas non plus sur la facturation. Je ne parlerai pas ici de facturation dans ce domaine-là. Ça sera peut-être une autre session pour aller dans les détails sur comment est-ce qu'on facture un service. Mais, ne vous bradez pas. Je pense qu'il y a en Afrique Jumia, Job ou Expat. Est-ce qu'ils font aussi des trucs de freelance là? Non, Jumia, Job, Expat font plus de la publication d'offres d'emploi. C'est pas vraiment du freelancing parce que une plateforme de freelancing doit pouvoir te donner l'historique du freelance, les contrats qu'il a eu, les sommes qu'il a gagnées, la satisfaction des clients. Et ça, tu n'as pas ça sur ces plateformes-là. Non, c'est plus de la publication d'offres d'emploi, mais pas vraiment des plateformes de freelancing. Alors peut-être qu'il en existe, sinon il y en aura une bientôt, on est en train de travailler, donc ça viendra. D'accord, d'accord. Donc allez-y, ne manquez pas. Mais voilà, je m'inquiète toujours sur le côté légal. Parce que je me dis que beaucoup ont peur de ça. Donc tous ceux qui sont sur les freelances là, ils sont enregistrés, tu penses? Bon, je ne dirais pas que tous sont enregistrés. Je sais que beaucoup ne le sont pas parce que les gens, ils ont peur. Alors, pour ceux qui sont dans certains pays en Afrique, on va dire que ça marche. C'est-à-dire là où c'est pas vraiment, voilà, ça passe sans problème. Mais du moment où vous vous dites, bah, écoute, je vais faire la green card, je vais aller m'installer aux États-Unis, ou bon, j'ai assez d'argent, je vais aller m'installer en France parce que je veux changer la vie, ou au Canada, assurez-vous de vous enregistrer parce que vous allez recevoir la plupart de vos paiements par virement ou par PayPal. Ah ouais, et donc, quand ça arrive, c'est pas des Orange Money. Et donc, la banque est alertée et en fait, il y a un certain seuil, vous recevez constamment des virements, on ne voit pas de contrat, vous n'êtes pas en CDD, vous n'êtes pas en CDI, vous n'avez pas déclaré votre activité. Au bout d'un moment, le jour où vous recevez une forte somme d'argent, on va vous demander de justifier vos revenus. Et là, je pense que ça risque d'être assez compliqué. Parce que vous n'êtes enregistré nulle part, ni comme travailleur. Et si vous avez un emploi, ça c'est encore d'autres choses. Parce que dans certains pays, vous ne pouvez pas être à la fois employé et auto-entrepreneur. Ah oui? Ah, il faut choisir. Donc c'est important de bien choisir la législation du pays là où ça se trouve. C'est-à-dire chez nous, dans certains de nos États, c'est encore assez flexible. Mais ailleurs, c'est beaucoup plus strict. Et donc, pour ça, il faut vraiment bien se renseigner sur la législation pour savoir qu'est-ce qui se passe pour éviter... je suivais un cas récemment sur TikTok d'une qui parlait de Tantine qui a reçu un peu plus de 13 000 € en France et autres et tout. Elle n'a pas pu justifier parce que l'association en fait n'existe pas légalement, l'association de Tantine. Et donc, elle se retrouve avec les 13 000 € bloqués en attendant qu'elle fournisse le nom du président de l'association, du trésorier et autres et tout. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez éviter. Alors là, c'est vrai que c'est un cas spécifique, mais ça peut aussi vous arriver si vous gagnez un gros marché. Il y a des marchés de 20 25 000 €. On a postulé pour des trucs vraiment très importants. Et donc, on sait que ça, tu ne peux pas recevoir ces virements-là sans être enregistré. Ça, c'est pas normal. Ça fait bizarre. C'est bizarre. Donc, c'est pour ça que, en fait, si la personne veut aller loin, ben oui, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, si elle veut vraiment s'internationaliser et aller partout, il faut prendre son courage à deux mains. Bon, je dis prendre son courage comme si c'était quelque chose de dangereux, mais il faut s'enregistrer. On ne se braque pas. Mais tu as aussi dit quelque chose tout à l'heure, c'est étant malade. Parce que je crois que ça aussi, c'est peut-être un petit inconvénient. Quand on est salarié, on a la sécurité sociale, l'assurance maladie et tout. Ben, quand on est en freelance, en fait, on doit vraiment se gérer. Voilà, il faut savoir soi-même aller souscrire à une assurance maladie, aller faire ceci pour se couvrir.
parce qu'il n'y aura personne qui fera ça à votre place. Donc c'est vrai, ce sont des défis, mais au moins ça, voilà, ça vous permet d'apprendre et de vous protéger aussi, protéger vos enfants. Mais est-ce que, justement quand je parlais de carrière dans ça, est-ce qu'on peut être freelancer à vie ou est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution, je sais pas, après devenir freelance et puis après avoir de la compétence pour être en tant que salarié carriériste comme certains aiment. Bon, après ça dépend du plan de carrière de chacun. Ouais. Pardon. Donc ce que je dirais déjà, c'est que on peut être freelance à vie, mais en fait, là, il faut avoir un plan. C'est-à-dire, je ne peux pas être le même freelance pendant 20 ans qui se fait les mêmes miettes par mois. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'au fur et à mesure que j'avance, que je gagne en expérience, en temps et que je me forme constamment pour renforcer mes compétences et autres et tout, ma valeur sur le marché est censée augmenter. Ok. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'atteins en fait une certaine réputation avec une certaine crédibilité qui font que j'ai tellement de demandes que j'ai besoin de moi, d'avoir autour de moi une équipe. À ce moment, je vais vers la création soit d'un cabinet, d'une entreprise, d'un cabinet, d'un truc de ce genre, parce que j'ai besoin en fait d'avoir autour de moi une équipe pour pouvoir répondre aux différentes sollicitations que je reçois. Donc oui, ça c'est l'une des choses. Maintenant, pour la personne qui veut quitter, c'est-à-dire le mode freelancing pour repartir, pour pouvoir aller dans le mode salariat, ça c'est possible. Au bout d'un moment, comme vous avez de l'expérience, vous postulez un emploi et vous y allez. Mais ce que je veux juste dire aux gens, c'est que quand vous quittez le freelance, là où vous avez liberté et flexibilité de travailler de chez vous, à distance et autres et tout, et repartez dans le monde du salariat, souvent ça demande beaucoup plus d'efforts en termes d'adaptation, parce que là vous avez 8h, 17h30, ok, vous devez être là en présentiel, à la limite vous avez peut-être 2 jours de télétravail chez vous, vous devez subir le stress des transports, des embouteillages matin et soir, 1 heure aller, 1 heure retour, toujours si vous êtes dans les grandes villes, minimum en moyenne, et donc ça demande d'être préparé psychologiquement. L'autre chose aussi, c'est que vous devez être en mesure de négocier votre salaire. Ça, il faut savoir le faire, il faut savoir quel est le taux du marché. Parce que n'oubliez pas, quand vous êtes en freelance, vous n'appliquez pas le même taux qu'un salarié. Vous facturez un peu plus parce que vous devez assurer d'autres choses en fait. Vous ne savez pas à quel moment vous aurez un autre marché. Donc il y a cet ajustement-là que vous devez pouvoir avoir. Mais c'est bien possible. Pour moi, l'idéal, c'est de continuer dans le freelance, de créer une entreprise et de léguer à sa descendance, on va dire, je sais pas, une dynastie, c'est-à-dire construire un empire financier en fait pour sa descendance. Okay. Ben, celui-là qui choisit, parce que tout le monde ne veut pas être dans tout ce que l'entreprise veut, le salariat. Mais au fait, je me demande comment il va dans son CV, parce que par exemple, s'il n'a pas d'expérience, s'il n'a fait que du freelance, comment est-ce qu'il va étaler au fait tous ces projets qu'il a eu à faire en tant que freelanceur? Oui, est-ce que tu as une petite suggestion? Bon, en fait, c'est pour ça que là, la partie savoir se vendre vient en ligne de compte. Si on recherche, je veux dire n'importe quoi, une personne qui a fait marketing pour gérer les réseaux sociaux ou la partie marketing d'une entreprise, et que vous, dans vos missions, vous avez eu à accomplir en fait ces différentes tâches, ben là, il faut juste revenir sur ces expériences-là, les énumérer. Qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qui a été fait, et voilà. Ça c'est en entretien. Oui, ça c'est en entretien, mais même sur le CV. Ça veut dire que là, il faut pouvoir... En fait, le CV, il n'est pas statique. Contrairement à ce qu'on entend un peu partout, un CV, il n'est pas statique. Un CV, il est dynamique. Je veux dire ça comme ça, c'est-à-dire, il doit s'adapter à l'offre qui est en face. Ouais. Je ne peux pas avoir le même CV que j'envoie à 10 offres. C'est perdu d'avance. Il faut l'adapter. Et donc là, vous l'adaptez. C'est-à-dire, si dans l'offre, on recherche plus l'expérience, alors là, vous mettez en avant l'expérience. Okay. Si on recherche, c'est-à-dire, si l'accent est mis plus sur les diplômes, alors là, vous mettez en avant les diplômes et un peu plus tard l'expérience. C'est-à-dire, en fonction, et vous pouvez même faire un mix des deux. Ça dépend. Ça, c'est une chose sur laquelle on pourra revenir plus tard. Mais il faut, c'est-à-dire, pouvoir mettre l'accent sur ce que vous avez fait. Alors, j'ai vu des CV où la personne
Vous mettez tout et rien. Ça ne sert pas de mettre des choses qui n'ont aucun lien, aucun rapport avec l'offre ou le poste pour lequel vous êtes en train de postuler. Franchement, ça nous fait perdre du temps. En moyenne, c'est moins de 15 secondes sur un CV. Les 3 premières secondes sont hyper importantes. Donc, si vous n'avez pas mis l'essentiel, votre CV, il passe à côté. Ok, d'accord. Donc, justement, en revenant dans notre contexte, les expériences qu'il a eues en tant que freelance, il les énumère et voilà, genre mission pour tel projet et énumère ce qu'il a fait, mission, voilà, un peu comme ça. Oui, évidemment, il faut pouvoir le lister. En fait, s'il y a des choses qui ont réussi, voilà, il faut pouvoir le dire, mais de manière assez brève. Il ne faut pas faire une Bible. La Bible du CV. Je pense que 2 pages pour un CV, c'est raisonnable, maximum. Et forcez-vous de tenir dans ces 2 pages. C'est pourquoi je le dis, parce que c'est important. L'autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'organisations recrutent avec des ATS. Ce sont des systèmes de gestion de candidature et autres et tout. Et donc, généralement, c'est le robot qui fait le tri. Et donc, le gars, il va chercher les mots-clés en fonction de l'offre et autres et tout. Et donc, si votre CV est trop long, écoutez, il y a de fortes chances qu'il passe vraiment à côté. D'accord, ok. Ben donc, nos chers jeunes professionnels, vous avez une piste quand même. Vous cherchez des emplois. Vous avez de la compétence. Vous avez appris à l'école, vous avez de la compétence. Faites un genre bilan, n'est-ce pas? Oui, une savoir compétence. Voilà, si vous êtes quel niveau, junior, intermédiaire, senior, créez-vous un bon profil. Allez-y sur les plateformes, Upwork, Fiverr, Shortlist. Je crois qu'il y a un truc comme 5 euros. On pourra mettre les liens un peu plus bas. Ouais. Et l'autre chose que je vais dire, et ça c'est primordial, ne postulez pas pour tout. Ah ouais? Ah ouais? Oui. Quand vous savez que vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas l'expérience pour quelque chose, écoutez, ne postulez pas pour tout. Sinon après, au bout d'un moment, vous devenez juste dérangeant en fait, parce que vous faites gonfler le nombre des CV pour rien, alors qu'en fait, vous n'avez pas l'expérience. Postulez pour des choses dont vous êtes sûr de pouvoir passer. Sinon, à un moment donné, si votre candidature passe constamment par le même système, sans le savoir, vous êtes blacklisté parce que vous devenez comme un spam. Donc, choisissez. J'ai vu des offres, des gens postuler en informatique, des gens postuler en comptabilité, des gens postuler en marketing, des gens postuler en protection de l'enfant. À un moment donné, mais vous faites quoi? Ah bah oui, quand même. D'accord, on a compris. Je pense que vous avez compris, j'espère. Et que vous n'allez plus vous donner une excuse pour pouvoir aller dans le freelancing. Alors, on se dit... à très bientôt pour une prochaine émission. Allez, bye bye.